Et par vous, Claude Chabrol, avec ce film qui vient de sortir, donc Bel Ami, et avec toute une histoire qui, au fond, va vous expliquer davantage. Une histoire qui commence donc tout petit. Paraît-il si turbulent ou si distrait qu'il fallait vous tenir en laisse avec un harnais. Je me demande si c'était pas ma mère qui avait quelques instincts sadiques, mais on habitait à avenue d'Orléans, à l'époque il n'était pas encore avenue du général Leclerc parce que la Seconde Guerre mondiale n'était pas arrivée. Et elle me tenait comme ça, oui, avec un harnais. Et moi, je m'amusais à faire le cheval parce que je pensais que c'était le meilleur moyen de ne pas avoir la grotesque. Et ça vous est arrivé de vous échapper dans les grands magasins, notamment. Ah oui, bien entendu. Ah ben oui, absolument. Parce que vous aimez bien entendre, on recherche les parents du petit Claude Chabrol. C'est ça. Alors je me perdais et alors j'allais à une caisse, n'importe laquelle, et je disais j'ai perdu ma maman. Et à ce moment-là, alors oh, mon pauvre petit. Alors je l'ai fait 2 ou 3 fois comme ça. Ça m'amusait beaucoup ça. Vous auriez été peut-être meilleur comédien que metteur en scène, non? Vous aviez déjà un petit côté... Quand j'ai essayé de faire le comédien, oui. je suis bon dans les tout petits rôles, mais dès que ça commence à grossir, je suis épouvantablement mauvais. Quand je dis que tout revient et tout remonte à l'enfance, tout remonte beaucoup à ces moments pendant lesquels on vous mettait dans une salle de cinéma, comme aujourd'hui on met un enfant devant une télévision. Oui. Ça vous est arrivé de vous retrouver? Mais oui, pour une raison très simple, c'est que le frère de mon père avait un cinéma rue de Vaugirard, le Nouveau Théâtre, ça s'appelait. Et quand mes parents allaient voir mon oncle et sa femme, ils me laissaient dans le cinéma. Et c'est là où j'ai eu ma première vraiment grande émotion de ma vie, c'est que j'ai retrouvé le titre du film après. C'est un film qui s'appelait Anthony Adverse. Et vous aviez 4 ans et demi là. Alors j'ai fait les calculs, non, oui, j'avais plus que ça. Plus, hein, j'avais 5 ans et demi, en fait. J'avais 5 ans et demi. Mais quand même, c'est la première fois que je voyais un beau jeune homme se faire embrocher par un affreux baveux. Et se faire tuer. Et le beau jeune homme était amoureux de l'épouse du vieux. Bon, et ça faisait embrocher comme ça. Et ça m'avait complètement frappé parce que mes parents m'avaient expliqué le contraire. C'est que le bien triomphait et que le mal était toujours puni. Et là, je ne sais pas si c'était le bien, mais en tout cas, c'était la jeunesse et la beauté qui étaient pourfendues par ce vieillard lubrique. Non, ça, c'est un gros souvenir pour moi. Le mot de nouvelle vague arrive à quel moment? À peu près à ce moment-là. Oui. Le mot de nouvelle vague est arrivé un petit peu en même temps que la Ve République. C'est François Giroud qui l'avait utilisé d'une manière très générale pour une nouvelle vague qui arrive. En fait, ça correspondait aux gens qui avaient eu mon âge pendant la guerre, c'est-à-dire que 10-15 ans qui arrivaient à la première maturité, disons, entre 21 et 30 ans, quoi. Alors, comme on a été, il s'est trouvé que j'ai pu faire mes films que tout de suite après François a pu faire Truffaut a pu faire son premier film, que il y avait Louis Malle qui avait d'un autre côté par un autre système que il y a Rivette, Rivette et Romer, Rivette on l'a produit Truffaut et moi, et Romer je l'ai produit. Oui. Bon, c'est comme ça que ça s'est fait, oui. Et donc cette notion de nouvelle vague est arrivée, et immédiatement je dois dire, c'est là aussi où on apprend les choses. On s'est aperçu qu'il y avait une tentative de récupération sans arrière-pensée, mais quand même une tentative de récupération par la Ve République de ça, la France nouvelle, la nouvelle vague, voilà, la France renée, ridicule. Alors, important pour vous aussi, la rencontre avec une actrice qui va être une actrice fétiche, et pas uniquement une actrice fétiche, mais également votre femme, Stéphane Audran. Oui, alors j'ai rencontré Stéphane c'était une copine de Gérard Blin. C'est lui qui m'a dit, tiens, j'ai une copine qui est marrante. À l'époque, elle était la femme de Trintignant. Et alors, enfin, non, elle n'était plus la femme de Trintignant parce que Trintignant était parti avec Bardot. Donc, c'était une malheureuse isolée. C'était après Dieu créa la femme. C'était après Dieu créa la femme. Et oui, c'était 1 an et demi après Dieu créa la femme. Et elle était... alors, c'était marrant parce que j'ai fait tourner dans mon 2e film, Les Cousins. Et bon,
je l'ai fait tourner dans Les Cousins, c'est tout. Et puis alors peu à peu, j'ai eu envie de revoir cette femme. Je la trouvais intéressante et charmante. Et puis peu à peu, voilà, nous nous sommes unis. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire, ça a été le divorce. Est arrivé plus tard. Non, le pire, c'était Folie bourgeoise. On en reparlera. C'est un film terrible. Bon, mais bon, effectivement, on a fait des choses vraiment intéressantes, quoi. Et vous qui dites aujourd'hui, ou qui avez dit il n'y a pas si longtemps que vous n'étiez pas de ces metteurs en scène qui couchent avec leurs actrices, non, etc. Vrai. Bah, là, en l'occurrence... Ah mais je n'ai pas couché avec l'actrice, c'est avec la fille que j'ai couché. J'ai pas couché pendant qu'on tournait. Si mes souvenirs sont exacts, la première fois que j'ai couché avec elle, elle tournait pas dans un de mes films. Ah bon. Non. Bon, donc l'honneur était sauf. Absolument. Oui, d'accord. Parce que, je ne suis pas un profiteur de guerre. Vous pensez qu'il y en a beaucoup qui utilisent cet argument en disant, bah voilà, je comprendrais mieux la mentalité de mon actrice. Il y en a quelques-uns, oui. C'est un peu normal. Vous préparez à faire un film, il y a vous êtes le patron, vous savez qu'un metteur en scène, c'est un être absolument tout-puissant. Je cite toujours un exemple formidable. C'est si vous demandez, si le président de la République, fût-il Nicolas Sarkozy, sort sur le perron de l'Élysée et dit je ne veux plus voir le vert de ce gazon, vous allez me peindre ça en rouge. Bon, les gens s'inquiètent, on appelle discrètement Sainte-Anne et tout ça, et on le fait sortir par la petite porte de derrière, on explique qu'il est en train de se reposer. Bon, si un metteur en scène, peut-être pas le perron de l'Élysée, mais arrive devant un gazon en disant « Bon, ce gazon ne me plaît pas, peignez-le-moi en rouge », immédiatement, il y a 3 mecs qui s'amènent et qui peignent le gazon en rouge. Donc on a plus pour la modification du monde, plus de pouvoir. On a plus de pouvoir. Donc ça impressionne les femmes toujours, ça, le pouvoir. Et donc certains en profitent, c'est normal. Aujourd'hui, vous avez trouvé la solution, parce que votre femme, vous ne la faites pas travailler devant vous, vous la faites travailler à côté de vous. Oui, comme ça, vous la regardez pas. C'est beaucoup mieux. Ma femme, depuis 30 ans maintenant, est technicienne, elle est script. Alors, c'est un avantage formidable, parce que quand vous épousez une actrice, vous travaillez avec elle, vous rentrez le soir, pof, elle est là, vous réveillez le matin, pof, elle est là, vous allez au boulot, pof, elle est là, c'est beaucoup. Tandis que... La script aussi. Mais oui, non, mais elle est devant vous. Mais non, mais la script, elle est à côté, c'est-à-dire que vous êtes... Voilà, c'est ça. Vous tournez vers elle. De la bourgeoisie de province. Oui, alors la bourgeoisie de province, elle reste ce qu'elle était, parce que la société française, elle évolue bien entendu un petit peu, mais elle évolue gentiment, comme on dit. C'est-à-dire qu'avant, il y a cette truc de bobo là, dont on nous rebat les oreilles, les bobos. Mais les bobos, ça a existé de tout temps. Hein. Du temps de Murger, ça existait. La vie de bohème de Murger, oui. Et c'est des histoires de bobos. Et c'est souvent les bobos qui viennent voir vos films. Ah mais oui, mais les gens aiment bien se voir, même si on leur donne des petits coups de pied au cul, ils aiment bien.